Bienvenue à tous, bonjour et bienvenue sur la visio que nous organisons aujourd'hui, visio organisée par l'APEX, en partenariat avec l'agence de voyage très connue Hors-Sud. Personnellement, je suis Jean-Yves Batman, je suis vice-président de l'APEX et je suis président de la société Batimex qui distribue dans 25 pays en Europe une gamme de luminaires sous la marque LumiSky et également un site www.reddeco.com qui distribue des produits de déco. Voilà. Très affecté également puisque nous, notre terrain de jeu, c'est la Chine depuis 40 ans et nous avons arrêté d'y aller depuis cette année, ce qui est un véritable désastre économique pour nous puisque nous avions sur la club d'honneur de l'international région Sud. Il a été créé il y a 40 ans. Nathalie Dan, ici présente en Italie, soit donc Apex aujourd'hui, et c'est en l'heure de l'international de Marseille. L'APEX est un soutien indispensable, actif au développement international de toutes les régions et des entreprises de la région Sud. Voilà, aujourd'hui le thème qui a fait beaucoup de bruit puisque je crois que particuliers ou entreprises, tout le monde est concerné. Et avant de présenter les experts qu'il y a autour de cette table ronde, je vais simplement poser les jalons de ce thème dont nous allons débattre pendant 1h30. Alors, ce thème, eh bien, depuis le début de l'année 2020, vous le savez tous, les frontières sont fermées, quatorzaine obligatoire dans tous les pays du monde, aéroports à l'arrêt, pratiquement toutes les compagnies aériennes ont été clouées au sol, économie au ralenti, avec une chute de l'activité qui est colossale, chômage partiel, déplacements interdits, etc. Alors voilà le quotidien des voyageurs d'affaires aujourd'hui. Le thème, le business travel dans le monde post-Covid, eh bien, ça pose évidemment la question qui concerne les agences de voyage, mais également Air France, la SNCF, le groupe Accor, et nous parlerons également de l'aspect sécurité des voyageurs dans cette période. Alors nous ferons le point de l'actualité sur la réouverture improbable des frontières, comment tous les professionnels du secteur pensent reprendre leur activité et envisagent les mois à venir, s'ils peuvent le faire, parce que on est quand même dans l'improbabilité la plus totale, et comment regagner la confiance aussi après presque 9 mois d'arrêt. Quelles sont les mesures de sécurité pour les salariés des entreprises qui se rendent à l'étranger, etc., etc. Juste pour la chronologie, vous êtes tous évidemment au courant, le 1er janvier de cette année, le marché Wuhan de gros a été fermé, il y a eu une pandémie déclarée. Le 24 janvier, le premier cas est arrivé en France. Le 1er février, tous les pays de l'espace Schengen suspendent les visas en direction de la Chine. Et le 16 mars, le président Macron déclare la France en état de guerre. Au total, c'est 31 000 décès en France, c'est 400 000 cas confirmés de Covid en France, et dans le monde, 1 million de décès et 30 millions d'infectés, sans la Chine, puisqu'on ne connaît pas effectivement les chiffres réels de la Chine. Autour de cette table, donc j'ai le plaisir d'accueillir Romain Cluis. Bonjour Romain. Qui est président de l'agence de voyage Hors-Sud, il se présentera lui-même. Il est partenaire historique de l'APEX depuis sa création, société familiale de 38 salariés, un chiffre d'affaires de 40 millions d'euros, et il réalise à peu près 80% de son chiffre d'affaires avec des voyages d'affaires. Cette année, 58% de baisse de son activité. Il nous dira comment il a réagi, comment il a survécu et comment il a réglé au jour le jour en contrainte avec une règle sanitaire qui est modifiée chaque jour, chaque heure pour le bénéfice et pour l'avantage de ses clients. Bertrand Visconti, bonjour Bertrand. Bertrand, il est là. Bonjour, voilà, Bertrand Visconti qui est directeur régional des ventes Air France KLM. Alors, la compagnie a perdu, on le sait, 70% de son chiffre d'affaires en 2020. Nous ferons en état de la situation d'Air France
mais des mesures sanitaires qui ont été mises en place par la compagnie et le programme des vols pour regagner la confiance des clients. Merci Bertrand d'être là autour de cette table. Nous avons également le plaisir d'accueillir Cristiano da Silva. Bonjour Cristiano. Bonjour, voilà, il est là, très bien. Directeur des ventes des hôtels Accor. Et donc la chaîne Accor, hein, qui comprend plus de 750 000 chambres dans le monde, et il nous dira qu'il a perdu 52% de son chiffre d'affaires cette année, une perte qui représente 1,5 milliard d'euros. Accor a quitté le CAC 40, enfin dans l'avalanche des sinistres qui se sont déclarés, mais 88% des 5200 hôtels ont repris leur activité, et donc il nous expliquera comment il a géré la crise en France, mais également dans le monde, puisque la pandémie est mondiale. Merci Cristiano. On accueille également Laurent Dussaucy. Bonjour Laurent. Bonjour, directeur des ventes Méditerranée Pro chez la SNCF. Donc évidemment, SNCF qui a été atteinte également par la pandémie, avec l'arrêt des voyages, la suspension, et puis le retour du virus avec des normes sanitaires accrues. Il nous expliquera comment la SNCF a réagi et quels sont les rappels sanitaires imposés par la SNCF pour le bien-être des voyageurs français. Merci Laurent. Et Thibaut Janin. Bonjour Thibaut. Voilà, Thibaut que l'on voit, merci. Directeur général de S2E Consulting. Alors là, nous allons parler de conseils, de protection des grands voyageurs et également de la gestion de crise. Donc, c'est une société spécialisée dans le conseil et l'accompagnement des entreprises sur la thématique liée à la gestion du risque politico-sanitaire à l'international. Magnifique sujet, puisque plus que jamais, il est abordé à tous les niveaux et dans tous les pays. Merci à tous d'être là. Bon, pour les retardataires, Anna, je représente le débat de l'APEX en partenariat avec la société Orsud. Un mot simplement avant de laisser la parole à Romain Cluis. Sachez que demain, nous avons encore à l'APEX, vous voyez que l'APEX bouge beaucoup dans la région, un thème qui s'appelle France Relance Décryptage qui se déroulera à 8h30 en visio. Et Frédéric Ronal, vice-président de la Chambre de commerce, mais également président du comité régional des banques, nous accueillera en présence de Colette Weitzmann, associée de cabinet d'expertise comptable à 3A et trésorière de l'ordre régional des experts comptables. Voilà, ne manquez pas cette réunion qui sera également très intéressante de façon économique. Nous allons lancer le débat et je vais laisser la parole à monsieur Romain Cluis. Bonjour Romain. Romain Cluis est président de la société Orsud et il va nous dire comment il a vécu et abordé cette crise et comment il voit le futur. La parole est à Romain Cluis. Merci Jean-Yves pour cette introduction. Bonjour à tous, je suis ravi d'être présent aujourd'hui avec vous afin d'aborder l'épineux sujet du business travel dans le monde post-Covid. Alors pour commencer, je tiens chaleureusement à remercier l'APEX pour l'organisation de cette visioconférence. Alors Orsud, comme vous l'avez expliqué Jean-Yves, c'est une entreprise familiale qui existe depuis plus de 38 ans maintenant, avec 4 points de vente, 38 salariés et un volume d'affaires d'à peu près 40 millions d'euros. On est aujourd'hui un acteur majeur dans la région sud. Alors le voyage d'affaires, en effet, représente 80% de notre activité, avec un vrai salaire et loisirs également. Et pour garantir des prestations à valeur ajoutée auprès de nos clients, on a mis en place des outils technologiques leur permettant d'optimiser au mieux leurs achats. Donc, pour nous résumer en 3 mots, je dirais agilité, technologie et proximité. Notre activité brutalement arrêtée, on a dû mettre en place une cellule de crise afin de pouvoir, en temps record, rapatrier tous les voyageurs qui étaient éparpillés dans le monde entier. Donc, un par un, on a pris le temps de tous les rappeler afin de les rassurer et de leur assurer notre plein dévouement. Alors, ça a pris parfois beaucoup de temps, car certaines compagnies aériennes et certains pays n'ont pas franchement joué le jeu. Et je pense en particulier au Maroc, qui du jour au lendemain, le Maroc a fermé ses frontières avec la France. Et de nombreux Français sont restés en rade plusieurs semaines, voire certains plusieurs mois.
Cela a donc été très compliqué de gérer tous ces rapatriements. Nos équipes, en tout cas, sont restées sur le pont 7 jours sur 7, H24. Donc, je vous laisse quand même imaginer la galère de ces voyageurs qui avaient acheté leur billet sur Internet. Aucun suivi, aucun service après-vente. Dans un deuxième temps, une fois tous ces rapatriements effectués, on a dû gérer les reports des voyages à venir, que ce soit pour notre clientèle affaires ou loisirs. Et aujourd'hui encore, on est dans la gestion des reports des voyages non utilisés. En tout cas, j'ai envie de dire qu'avec le recul, le seul point positif de ce qui est arrivé, de ce qui se passe aujourd'hui, c'est d'avoir réussi à démontrer le formidable avantage de passer par une agence de voyage. Donc, j'aimerais maintenant vous parler de comment on accompagne notre clientèle. Alors, aujourd'hui, on ne s'en sort pas si mal que ça. On est malgré tout avec une baisse de 58% d'activité, ce qui est énorme en temps normal. Il faut savoir que nos confrères et la moyenne des agences de voyage en France est de l'ordre d'une baisse d'entre 70 et 85%. Alors, bien évidemment, on a actionné toutes les aides gouvernementales. On a quand même un gouvernement qui nous a soutenus et qui a mis en place des actions satisfaisantes. Mais clairement, j'ai envie de dire que l'ensemble de la profession est sous respiration artificielle. Et je crains que la situation ne soit terrible l'année prochaine, donc en 2021, si le business ne repart pas d'ici là. Alors, la grande chance Nord-Sud, c'est d'avoir toujours bénéficié d'une gestion en bon père de famille. À ce titre, nous bénéficions de fonds propres solides qui nous permettent aujourd'hui de tenir bon. Concernant notre clientèle, alors heureusement, des entreprises continuent à voyager, mais c'est un vrai travail de fourmi et de service, car on doit jongler entre les annulations des vols ainsi que les conditions réglementaires et sanitaires qui évoluent, comme vous l'avez dit Jean-Yves, d'heure en heure. Aujourd'hui, j'ai envie de dire que réserver un simple billet d'avion ressemble parfois au parcours du combattant. Alors, j'avais espéré une reprise début septembre. Malheureusement, le contexte actuel ne le permet plus, ne le permet pas. En effet, les restrictions au voyage s'accumulent, les destinations ferment leurs frontières et les transporteurs aériens n'arrêtent pas de revoir à la baisse leur plan de vol. Et j'aimerais aborder un sujet concernant les protocoles sanitaires qui posent un vrai problème aujourd'hui. En effet, selon la région d'origine, les protocoles sont différents pour visiter un pays. J'ai envie de prendre l'exemple de l'Italie. Notre voisin vient d'imposer à tous les voyageurs en provenance de certaines régions françaises uniquement un test PCR négatif afin de pouvoir rentrer sur leur territoire. Se rajoute donc aujourd'hui ce sujet, comment obtenir dans les délais requis un test PCR négatif. Les voyageurs se heurtent à des délais d'attente qui sont très longs et c'est donc un casse-tête supplémentaire pour nos clients et pour nous qui gérons leur déplacement. Alors, certaines sociétés, mais également certaines compagnies aériennes, ont trouvé la parade en nouant des partenariats avec des laboratoires pour des résultats en 48 à 72 heures. Et tout dernièrement, à l'initiative de certaines compagnies aériennes qui se déplacent vers l'outre-mer, il y a une salle de test PCR qui a été installée à Orly. Mais attention, si j'ai bien compris, il y a des délais d'attente qui sont très importants, entre 4 et 5 heures d'attente pour pouvoir se faire dépister. Alors, comment s'y retrouver? C'est notre job, nous, agents de voyage, de vous informer et de vous accompagner du mieux possible. Ce qui est clair avec la reprise de l'épidémie, c'est que de nombreux pays ont décidé d'appliquer de nouvelles restrictions au sein même de l'Union européenne. C'est des mesures qui sont prises en ordre dispersé et parfois même sans préavis. Donc, malgré tout, il reste quand même des motifs d'espoir. Certains de nos clients continuent à voyager, bien entendu en France, mais aussi un petit peu à l'international. Aujourd'hui, en tout cas, ce qui est clair, c'est que c'est plutôt le voyage d'affaires qui a tendance à repartir un petit peu. Comme je vous l'ai expliqué, c'est surtout sur le déplacement domestique, donc en France. Et concernant le loisir, aujourd'hui, on est à l'arrêt total de l'activité. Donc, on ne fait que gérer les reports. Voilà un petit peu le contexte et comment je voulais démarrer le débat par rapport à ce qu'on a fait lors du confinement et comment ça se passe aujourd'hui. Anna, on m'entend? Merci. Oui, alors effectivement, Romain, merci de ce témoignage. Alors, il y a
une multitude de questions qui sont posées. D'abord, tu as baissé ton chiffre d'affaires de 58%, donc le reste, c'était principalement en France et en Europe, j'imagine. Et ensuite, tu m'as parlé d'un cas particulier, d'un groupe qui voyage en Égypte, qui avait un test Covid de moins de 72 heures négatif. Et quand ils se sont présentés à la frontière, ils se sont fait refouler parce que le test n'était pas en anglais. Voilà. Autant de questions et autant d'avantages de passer par des agences de voyage comme la tienne, hein, et comme les agences de voyage en général. Et puis, j'aurais aimé qu'on parle des reports de voyage. Quand ils sont reportés, est-ce qu'on est remboursé? Est-ce qu'on a la possibilité de réutiliser ce montant, hein? Des fois, c'est des sommes très importantes. Quand une société débourse pour un voyage de plusieurs partenaires des sommes de 50 000 euros, le voyage est annulé une deuxième fois. Comment se passe le remboursement si ce voyage ne peut pas être reportable? Merci Romain. Alors, bon, il y a deux choses. Il y a pour vous voulez. Pour les sociétés, oui. En fait, au départ, Air France et les compagnies aériennes ont mis en place des sortes d'avaloirs. En fait, c'était des bons d'une certaine somme qui étaient à réutiliser ensuite sur un prochain déplacement. Donc ça, aujourd'hui, c'est mis en place et tous les billets qui ont été achetés sont réutilisables. Il y a un crédit en numéraire, un montant qui est à réutiliser. Et d'ailleurs, c'est un gros travail chez nous, puisque vous imaginez bien qu'il y a des centaines de billets qui sont comme ça gérés, traités, pour pouvoir les réutiliser pour nos clients. Rapidement aborder le problème des billets d'avion qui sont en attente de remboursement auprès des compagnies aériennes. C'est un vrai sujet et il est d'ailleurs fort possible que certains d'entre vous aient concernés. Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, on est englué dans la gestion et le suivi de tous ces billets non remboursés. Malheureusement, nous sommes tributaires du bon vouloir des compagnies aériennes, dont certaines jouent leur survie. Il faut savoir que beaucoup n'ont pas le cash pour rembourser et ont décidé de stopper les remboursements. Par exemple, je vais citer la compagnie El Al, qui est la compagnie israélite, qui a carrément fermé son service remboursement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est impossible de les contacter pour obtenir une revalidation d'un billet ou le remboursement d'un billet. Et malheureusement, il y a beaucoup d'autres compagnies qui sont dans ce cas. Il est clair que les compagnies aériennes ont toujours vécu à crédit. Pardon Bertrand de parler comme ça, mais je pense que c'est le cas. Elles ont vécu à crédit et aujourd'hui, elles en payent le prix. Et j'ai envie d'aborder rapidement le sujet du fonds de garantie aérien. C'est une vraie question aujourd'hui. En effet, dans le cas de la faillite d'une compagnie aérienne, l'argent est perdu pour le voyageur. J'ai le dernier exemple en date, c'est Aigle Azur, qui est un exemple très parlant, puisque cette compagnie a déposé le bilan il y a 1 an maintenant. Il y a des milliers de passagers qui sont restés sur le carreau, avec pour seule option le rachat d'un billet d'avion, soit pour partir ou pour même rentrer chez soi, quoi. Donc, à mon sens, aujourd'hui, les voyageurs ne sont pas assez protégés en cas de faillite d'une compagnie aérienne. Voilà, c'est un sujet vraiment important. Alors, ça ne concerne pas les grosses compagnies, hein, les majors, Air France, Lufthansa, British Airways. Elles ont la trésor, les États respectifs aident ces compagnies nationales. Je parle des compagnies un peu plus petites. Voilà, et c'est un sujet important. Voilà. Est-ce que je peux donner la parole à Bertrand Visconti? J'aimerais juste poser une question à Romain. Romain, est-ce que tu peux nous donner rapidement la teneur de l'ordonnance du 27 mars qui a été décrétée cette année en 2020? Donc, je vous fais un point rapide sur l'activité loisirs chez Hors-Sud et la fameuse ordonnance du 27 mars. Alors, concernant les voyages de loisirs cet été, on a un peu la Grèce, le Portugal. On a également fait quelques dossiers sur les DOM-TOM, Tahiti en particulier. Mais dans l'ensemble, c'est resté quand même très calme. Et comme je vous l'ai dit, l'activité loisir aujourd'hui est à l'arrêt. On est à zéro. C'est-à-dire qu'il n'y a plus personne qui part en vacances, qui décide de partir. Voilà. On gère, comme je l'ai dit, les reports et on essaie de rassurer nos clients qui sont très inquiets pour nous. Comme je vous l'ai déjà dit, grâce à une gestion prudente, on a, nous, chez Hors-Sud, la possibilité de rembourser, dans la mesure du possible, nos clients si nous ne sommes pas contractuellement liés à un fournisseur. Je pense à un tour opérateur, Sioni, Fram,
ou un réceptif. Mais ce n'est pas forcément le cas de toutes les agences qui se retrouvent parfois asphyxiées au niveau de leur trésorerie. Voilà, donc c'était un point important que je voulais. Concernant la fameuse ordonnance qui a fait beaucoup de bruit dans les médias, alors en quoi consiste-t-elle? Je vais m'aider d'un document pour vous parler de ça. Alors, l'ordonnance vise les contrats de vente de voyage et de séjour à forfait, soit uniquement des relations B2C établies entre les clients d'une part et les professionnels du secteur d'autre part. Donc, c'est vraiment du loisir. L'ordonnance couvre les annulations de contrats qui interviennent entre le 1er mars et le 15 septembre, quelles que soient les dates de voyage et de service. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en cas d'annulation, l'ordonnance ne fonctionne plus. Donc, en cas d'annulation de son voyage, nous, donc les agences de voyage, sommes en droit de proposer à notre client un avaloir valable 18 mois, correspondant aux sommes déjà versées par le client. Cet avaloir est garanti par le garant financier de l'agence de voyage. Un voyage ou une prestation identique ou équivalente pourra donc être réservé dans les 18 mois. Le prix peut lui aussi être identique ou équivalent, mais des ajustements peuvent être prévus en termes de contenu, à la demande du client, et de nombre de participants, par exemple. Le prix peut donc être différent. S'il est inférieur, le professionnel remboursera le solde après 18 mois. Donc, en fait, cette ordonnance, elle sécurise toute la chaîne du voyage, que ce soit le distributeur, le producteur. Car il y a vraiment des milliers d'emplois qui sont en jeu. Et ça va permettre et éviter le travail au moment de la vente de ces séjours avant le Covid a été fait. Et l'idée du gouvernement en nous protégeant, c'est de réutiliser l'avoir dans les 18 mois qui viennent. Dans les 18 mois, si vous n'avez pas recommandé de voyage, le remboursement peut être demandé. Ce qui est important à savoir aussi, c'est que c'est aussi au bon vouloir de l'agence. Si celle-ci n'est pas tenue contractuellement auprès de son prestataire fournisseur, elle est en mesure, elle peut rembourser. Après, c'est de la trésorerie, c'est un choix, mais c'est important à savoir. Pour conclure sur ce sujet, il est important de rappeler que toutes les agences de voyage ont une garantie financière qui protège le client en cas de dépôt de bilan. C'est-à-dire que si demain Hors Sud devait déposer le bilan, tous les acomptes, tous les règlements versés sont garantis par notre garant. Voilà. Je vais laisser la parole à Bertrand Visconti, une petite question pour Romain. Jean-Yves, j'ai juste une petite question pour Romain, un peu plus concrète. Dans le cas où on doit vraiment voyager en Asie, est-ce qu'on a la possibilité, de prendre l'avion? On dit que si c'est un visa business, on peut finalement ne pas faire la quinzaine sur place. Si on a un certificat PCR de moins de 48 heures, est-ce qu'il y a des possibilités finalement de voyager à l'étranger, international? Je ne parle pas de l'Europe, je parle vraiment de l'international. Alors, oui, on peut voyager, puisqu'on a des clients qui se déplacent régulièrement à l'international aujourd'hui et qui voyagent. Le problème, c'est que les conditions, les protocoles évoluent, j'ai envie de dire, d'heure en heure. Tout à l'heure, on parlait de notre client qui devait partir en Égypte. On lui avait donné des informations le vendredi, il partait le samedi, et dans la nuit, le samedi matin, l'Égypte avait changé son protocole en expliquant qu'il fallait que le résultat du test PCR devait être rédigé en anglais ou en arabe, et non pas en français. Donc, c'est un petit peu risqué quand même, mais nous, en tout cas chez Hors Sud, et je pense que nos confrères, enfin mes confrères, c'est la même chose, on a des clients qui voyagent en Asie, en Afrique, si les pays le permettent. Il y a encore beaucoup de pays qui ne le permettent pas. L'île Maurice, c'est fermé, ça réouvre le 31 octobre, mais uniquement avec des conditions draconiennes. L'Indonésie, c'est fermé, certains pays d'Afrique sont ouverts, d'autres sont fermés. C'est du cas par cas. Mais je vous confirme qu'aujourd'hui, chez Hors Sud, des gens voyagent à l'international. Mais c'est un parcours du combattant. Et dans le cas de visa business, puisqu'on sait que pour de nombreux pays asiatiques, il faut un visa, est-ce que la quinzaine est aussi obligatoire ou on peut justifier d'un aller-retour sur quelques jours? Je réponds de façon évasive, je suis désolé, mais c'est du cas par cas. Je n'ai pas en Chine, par exemple, quel est le protocole actuel exact, je ne l'ai pas en tête, mais je pourrais me renseigner si vous le souhaitez. Mais c'est vraiment aléatoire et si du coup par coup, ça évolue, ça ouvre, ça referme.
selon de quel pays on arrive en Europe, le protocole est différent. Mais en tout cas, je vous confirme qu'on a des clients qui voyagent à l'international. Donc, on peut voyager, mais il faut être certain. Et ça, c'est votre agence de voyage qui va vous mettre dans les meilleures conditions possibles pour vous donner toutes les infos nécessaires en temps réel. Si je peux peut-être rajouter quelque chose, si ça ne vous dérange pas. Allô, vous m'entendez tous? Bon. Alors, Romain a tout à fait raison, c'est vraiment du cas par cas, il y a autant de cas de figure que de pays. Et je donnerai juste un exemple, c'est sur le Moyen-Orient. La question que tu as posée, Nathalie, est bonne, c'est que on ne peut pas échapper à la quatorzaine quand on part et quand on revient. Et même quand on revient, on est sur certains pays du Moyen-Orient soumis à des bracelets électroniques pour suivre les déplacements des personnes et voir si éventuellement il y aurait des contacts des personnes qui ont le coronavirus ou autre. Donc, c'est vraiment du cas par cas, et même dans les pays en particulier, il y a des mesures entre les différents départements, wilaya ou émirats. Donc, il faut vraiment être vigilant sur les mesures et les restrictions aussi bien au niveau national qu'au niveau local. Par exemple, sur les Émirats arabes unis, il y a des soucis, entre guillemets, diplomatiques entre Abu Dhabi et Dubaï. Dubaï est plutôt permissif, on peut y voyager tranquillement. Abu Dhabi est plutôt restrictif. D'ailleurs, à Abu Dhabi, il y a très peu de cas de coronavirus et très peu de morts. Je crois qu'il y a eu un mort depuis le début de la crise. Ce qui fait que tous les voyageurs qui arrivaient à se déplacer sur le Moyen-Orient arrivaient sur Dubaï plutôt qu'Abu Dhabi et prenaient ensuite la route de Dubaï à Abu Dhabi. Ce qui fait que ça a créé des tensions entre les deux Émirats. Donc, il faut vraiment regarder au cas par cas ces déplacements. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci Thibault. Alors, je précise que Thibault Janal, directeur général de la société S2E Consulting, qui a une expertise au niveau de la sécurité, l'analyse du risque et le conseil, la protection des grands projets et des voyageurs, et ensuite la gestion de crise. On te redonnera la parole tout à l'heure, Thibault, si tu le veux bien. Je laisse tout de suite la parole à Bertrand Visconti, qui est directeur général régional de la société Air France KLM. Bonjour Bertrand. Bonjour Jean-Yves. Donc nous savons tous que Air France a subi, comme toutes les compagnies aériennes, un choc frontal. Nous avons tous reçu une lettre de Madame Rigaille nous disant que la reprise est très très limitée, une chute de 70% de l'activité. Tu me confirmes hein, si je dis vrai. Et une équipe commerciale en charge des remboursements multipliés par 10. Il y a eu 700 personnes qui ont traité 2 millions de demandes et remboursé 1,5 milliard d'euros. Tu as la parole, Bertrand. Oui, en effet, bon, c'est sûr qu'on a subi, comme tout le monde, un peu cette crise de plein fouet. 70% de baisse d'activité, principalement d'ailleurs sur le long courrier. On voit que les voyages domestiques se sont quelque part mieux tenus. Et pour cet hiver, un programme qui est à peu près à 50% de ce qu'il était l'année passée. Donc on voit que c'est extrêmement lent, qu'on anticipe un retour à la normale, c'est-à-dire à ce qu'on a connu en 2019, pas avant à peu près 2-3 ans minimum, sachant qu'on est vraiment en mode agile, c'est-à-dire que ce qu'on voit, on s'attendait à ce qu'il y ait une reprise en septembre-octobre qui n'a pas lieu, on pense qu'elle va avoir lieu beaucoup plus tard. Donc on est dans une situation compliquée qui fait que le groupe a engagé de grosses modifications avec un plan de transformation autant social que commercial, qui fait que l'entreprise doit se réinventer. Mais entre-temps, on continue quand même à jouer notre rôle de vecteur, je dirais, de l'économie. Même pendant le Covid, on a gardé des vols, même pendant le confinement, on a gardé des vols entre, par exemple, Paris-Marseille, Paris-Toulouse, Paris-Nice, etc., pour continuer à faire fonctionner ce segment de clientèle qui devait quand même, malgré tout, voyager, avec un B.A.B.A., un principe de base qui est d'abord l'engagement sanitaire. Donc, on veut rassurer nos clients en disant, quand vous voyagez avec nous, les risques sont vraiment réduits au minimum. Port du masque, désinfection, renouvellement de l'air beaucoup plus fréquent, etc. Donc, tout un tas de mesures d'ailleurs que nos clients reconnaissent en disant, écoutez, vous prenez vraiment le plus petit risque possible en voyageant avec nous. On joue également la carte de l'offre, c'est-à-dire qu'on garde malgré tout 170 destinations ouvertes, alors pas desservies avec la même fréquence qu'avant. Et comme je disais, un peu en mode agile. Alors, je ne reviens pas sur ce que Romain a dit et ce qui a été dit tout à l'heure.
avec des destinations des pays qui vont la veille fermer ou ouvrir ou nous imposer des quotas, ce qui a un impact direct sur nos clients, sur l'agence de voyage aussi. Mais on cherche quand même malgré tout à poursuivre cet investissement en disant, écoutez, on veut mettre en place les capacités et les moyens pour ceux qui en ont besoin de pouvoir se déplacer, que ce soit pour le loisir, que ce soit pour le business. On garde par exemple en ce moment encore 10 vols par jour en moyenne entre Marseille et Paris, que ce soit Orly ou Charles de Gaulle. Mais derrière cette offre qu'on met en place, on sent qu'il y a évidemment des problèmes liés à la disponibilité des tests PCR pour pouvoir l'avoir à temps, à des pays qui ferment, qui ouvrent, une situation sanitaire qui évolue. Donc c'est vrai, on parlait des remboursements. Il faut savoir qu'on a remboursé plus de 1 milliard d'euros déjà de billets. Ça continue, on a un peu de retard. Et je remercie Romain en particulier pour son aide là-dessus. Parce qu'il nous est arrivé un grand nombre de remboursements qu'on essaie de traiter avec des renforts, mais on risque d'avoir un petit peu de retard. D'un autre côté, on a modifié nos règles commerciales pour plus de sérénité pour le client, et un client qui est en possession d'un billet Air France a une flexibilité maintenant totale pour soit modifier son voyage, la destination ou les dates, soit d'avoir un avoir, un petit peu un bon qu'il pourra utiliser par la suite, soit même de se faire rembourser, quelle qu'en soit la raison. C'est-à-dire que notre message est de dire, si vous avez besoin de voyager, si vous souhaitez voyager, faites-le, vous ne prenez absolument aucun risque avec Air France, parce que, de toute façon, ce billet, il sera remboursable, même s'il y a d'autres solutions qu'on peut apporter. Donc ça, c'est pour nous extrêmement important, dans le sens où on veut vraiment mettre tous les moyens en œuvre pour que tous nos clients puissent continuer à effectuer leur activité avec nous. Donc voilà en gros les mesures qu'on fait. Merci. Alors effectivement, on ne connaît pas le futur, on ne sait pas quand la situation redeviendra normale. On sait que Air France KLM a reçu 7 milliards d'euros de subventions de l'État français pour arriver à passer le cap. Quid après février-mars 2021? Déjà, comme je disais, il y a un grand plan de transformation avec un plan de départ, par exemple, un plan de départ volontaire, un plan social d'entreprise pour réduire quelque part la masse salariale. Il y a des activités partielles, c'est-à-dire, la presse s'en fait très, très régulièrement écho. L'entreprise est en train de négocier avec les partenaires sociaux et avec l'État un contrat d'activité partielle longue durée sur plusieurs années qui est en cours de négociation. Enfin, on espère que ça va aboutir. Mais l'entreprise est en pleine révolution et je sais qu'il y a à côté des discussions également financières pour pouvoir justement assurer la pérennité de l'entreprise, qui est un des vecteurs quand même économiques du pays pour aider les entreprises et les individus à continuer, je dirais, à vivre. Et comme je le disais, on est en mode agile, c'est-à-dire que toutes ces conditions d'activité partielle sont extrêmement adaptables pour être prêt à repartir le jour où la situation s'améliore, et on va pouvoir être prêt très très vite. Merci Bertrand. Je reconnais personnellement qu'Air France a joué le jeu à fond. Moi, j'ai eu des billets qui m'ont été remboursés très très rapidement. Pas toutes les compagnies aériennes l'ont fait, donc c'est à souligner. Et Air France a vraiment été exemplaire sur ce terrain. Un mot, s'il te plaît, concernant le site TravelDoc. On a énormément de questions de nos clients, également d'agences de voyage, également d'entreprises, en disant on est complètement perdu. C'est-à-dire qu'on ne sait plus qu'est-ce qui est ouvert, qu'est-ce qui est fermé, qu'est-ce qu'il faut comme document, qu'est-ce qu'il faut comme test, etc. etc. Donc TravelDoc, je crois qu'il est mis à jour tous les jours, reprend la liste de ces formalités. Nous invitons d'ailleurs chaque client qui a un billet Air France, reçoit quelques jours avant son voyage un SMS qui l'incite et qui l'invite à consulter TravelDoc, qui est un peu la référence des formalités et des règles à appliquer pour chaque voyage. Donc, il peut se trouver sur, par exemple, airfrance.traveldoc.aero, qui est un site internet qui reprend en fonction des destinations les conditions extrêmement précises, parce que c'est très, très difficile, comme le disait Romain, de s'y retrouver. Ça change tous les jours. Enfin, la Pologne a fermé il y a quelques jours. L'Italie, on en a parlé, a mis ça en place. La Chine nous impose des restrictions de capacité un peu à la dernière minute. Enfin bon, situation extrêmement compliquée.
Donc, nous incitons, nous conseillons à nos clients de vraiment regarder ce site avant leur voyage. Il est très bien fait, il est très complet. Merci beaucoup Bertrand. N'hésitez pas à poser des questions en ligne et Anna, tu collationnes l'intégralité des questions pour oui, alors poser. nous avons effectivement une question. Isabelle, si vous souhaitez prendre la parole. Une question pour qui, s'il te plaît? Alors, nous avons une question d'Isabelle. Je donne la parole. Je ne sais pas si elle nous entend. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, on vous entend, Isabelle. Bonjour, merci à vous de votre possibilité d'échanger. C'est une question pour Air France. En fait, vous avez souligné la flexibilité offerte par votre compagnie dans la gestion des billets d'avion pour permettre les annulations, remboursements et l'agilité. Est-ce que de ce fait, une simplification des tarifs va être proposée aux utilisateurs, à savoir un seul prix en éco, un seul prix en business, puisqu'en fait, si vous nous offrez de l'agilité, on n'a peut-être plus besoin de se torturer l'esprit pour savoir s'il faut du light, du pas light, etc. Alors, pour répondre à votre question, la mesure de flexibilité totale aujourd'hui qu'on a mise en place est valable pour tous les billets Air France qui sont en possession de nos clients jusqu'au 31 mars. C'est sûr que c'est une mesure qui est adaptée au Covid, qui, enfin, je l'espère, va être modifiée en fonction de la situation sanitaire. C'est-à-dire que le jour où on va pouvoir revoyager de façon, je dirais, un petit peu plus normale comme avant, c'est sûr que nous allons revenir avec une grille un petit peu plus segmentée. Donc, je pense qu'il faut considérer cette mesure de flexibilité comme étant un petit peu liée à la conjoncture, qui n'est pas amenée à durer. Donc, structurellement, on n'en est pas aujourd'hui à se dire il faut complètement banaliser un petit peu tout, mais peut-être garder cette mesure comme une mesure qui est liée à la situation actuelle et qui, je l'espère, enfin, ne va pas perdurer avec toutes ces restrictions. Je ne sais pas si j'ai été clair. Ce que je résume de ma compréhension, en fait, changer la tarification est quelque chose de long et complexe, et comme on mise sur le fait que cette pandémie sera Allô? Écoutez, oui, je suis confus, mais j'ai pas bien compris. On n'a pas entendu la réponse, Isabelle. Excusez-moi. Je disais que si je devais synthétiser ma compréhension, vous soulignez qu'en fait, il est complexe et long. On a un petit souci de son, Isabelle. Oui. Peut-être que je vais essayer de resynthétiser si j'ai pas été clair. Bertrand, tu reformules ta réponse, s'il te plaît. Oui, malheureusement, je n'arrive pas à comprendre. Ce que je veux dire, c'est que la mesure actuelle est une mesure qui est vraiment liée aux événements, qui aujourd'hui est valable jusqu'au 31 mars. On verra si on la prolonge. Évidemment, ça va dépendre de la situation sanitaire. Comme c'est une mesure qui est liée à la situation sanitaire, ça ne change pas structurellement notre politique. En ce moment, on a cette mesure spécifique. J'espère que le moment où les choses iront mieux en termes sanitaires, qui sera bientôt, dans ce cas-là, on reviendra à notre structure actuelle. Donc, pas de changement de fond structurel de notre grille tarifaire, mais cette mesure pendant le Covid de flexibilité totale. Bien, merci Bertrand. Je vais laisser la parole maintenant à Cristiano da Silva. Cristiano, bonjour. Est-ce qu'on l'a avec nous? Est-ce qu'il nous entend? Bonjour Jean-Yves. Bonjour Cristiano. Bonjour tout le monde. Voilà, Cristiano da Silva, donc est directeur des ventes de Accor Hôtel. Il est à Paris actuellement, donc nous allons parler de la partie
hôtellerie. Merci Cristiano d'être avec nous. Merci donc évidemment, même situation hein, pour Accor qui a affiché un repli de 52%, a perdu beaucoup d'argent, 1,5 milliard de pertes pendant le premier semestre contre 150 millions de bénéfices l'an dernier et 88% des hôtels qui ont repris leur activité. Est-ce que tu peux nous dire comment et dans quelles conditions? Merci Cristiano. Alors, je vais juste reprendre un petit mot aussi pour délimiter mon périmètre chez Accor, parce qu'Accor, c'est une très, très grosse entreprise. Et effectivement, je travaille en tant que chef des ventes province au sein de la direction des ventes France à Paris. Donc, on a des équipes d'account managers réparties à travers toute la France qui assistent donc, sur la partie segment client, les agences MICE et les grands comptes sociétés corpo. Tu parlais tout à l'heure, Jean-Yves, effectivement, de la sortie du CAC 40. C'est important de rappeler que malgré tout, la solidité, on parle beaucoup de liquidité financière et la liquidité est importante pour nous tous, notamment aujourd'hui. En termes de liquidité, on a des fonds propres extrêmement solides, donc ce qui nous permet de voir plus loin et de tenir le coup dans les prochains mois. Un groupe comme Accor, c'est plus de 100 pays en termes de présence, avec un large panel d'hôtels. C'est important de le rappeler qu'on a un peu plus de 35 marques différentes d'établissements qui va de la marque économique et responsable à des marques haut de gamme et luxe. Et aujourd'hui, sur le périmètre français qui est le mien, on a un peu plus de 1700 hôtels en France. Donc, ce qui nous permet d'avoir un maillage tant sur le panel et gamme d'hôtels qu'en termes de quantité et nombre d'hôtels suffisamment important pour couvrir régionalement tous les différents besoins que nos différents clients, agences et corpos pourraient avoir. C'est important, il y a beaucoup de choses qu'on a dites, donc je vais essayer de ne pas trop les répéter dans une façon générale. Il y a quelques éléments que moi, je vais revenir dessus, notamment sur la partie de la réassurance au niveau de nos clients, de la flexibilité qu'on entend beaucoup depuis quelques temps, et aussi de la recherche qu'un client peut demander un accompagnement en fin de compte sans faille des différents prestataires. Donc de notre côté, depuis le début de la crise, donc pour ceux qui ne connaissent pas Accor, juste un petit récapitulatif des marques. J'en ai cité 35, je ne vais pas les citer toutes, mais concrètement, les marques les plus connues ou celles que je vais uniquement surligner aujourd'hui, c'est des marques comme Sofitel, Pullman M Gallery, Fairmont, Swiss Hotel Raffles, des marques comme Movenpick, mais également des marques comme Novotel Mercure, Ibis, Mama Shelter et les appart-hôtels Adagio. Donc, le début de cette crise a été pour nous aussi extrêmement dur, brutal. Ça n'était jamais arrivé dans le monde de l'hôtellerie de fermer aussi vite une quantité d'hôtels. Je vais limiter le périmètre dans mon discours sur la France. On a quasiment fermé 80% du parc assez rapidement. Et la priorité numéro 1 depuis le départ, ça a été la santé des collaborateurs, tant au niveau siège qu'au niveau hôtel. On n'était absolument pas habitué au télétravail, et notamment à Paris, où se situe le siège, et on s'y est mis tous très très vite. Au niveau de la direction, il y a plusieurs choses qui ont été entreprises, notamment dans l'accompagnement de cette crise. Donc, on a parlé tout à l'heure de l'accompagnement client sur les différents remboursements. Les choses n'existaient pas encore. Hein. Tout à l'heure, on parlait de certaines ordonnances. Ces ordonnances, au début de la crise, n'existaient pas. Donc, il a fallu accompagner au mieux et flexibiliser au mieux les clients et leurs conditions, tout en protégeant également nos hôtels. Il y a eu une cellule qu'on a appelée CEDA, donc de Covid Emergency Desk Accor, qui a été créée en tout début de cette crise, qui en fin de compte, pour résumer très succinctement, c'est une plateforme qui a eu pour objectif de permettre aux institutions privées et publiques de trouver des solutions d'hébergement et de restauration qui étaient assez critiques. On parlait tout à l'heure d'importance de maillage, d'ouverture de lignes aériennes, mais c'est exactement la même chose au niveau de l'hôtellerie. On se devait de conserver un minimum d'hôtels ouverts pour répondre aux besoins
Donc, on adaptait vraiment l'ouverture et la fermeture des hôtels en fonction également des besoins clients. On n'a pas fermé parce qu'on nous a demandé de fermer, on a fermé aussi parce qu'on n'avait pas d'autre choix, puisque la clientèle n'était absolument pas au rendez-vous. Donc, cette cellule de Covid Emergency Desk Accor, donc les solutions d'hébergement qu'on proposait, c'était essentiellement destiné au personnel soignant, aux entreprises de transport qui, pendant le milieu de la crise, nous accompagnaient tous et toutes professionnellement et personnellement dans l'acheminement des différents biens alimentaires, mais également sur tous les métiers de sécurité, que ce soit police, armée, etc. Ça, c'est important de le rappeler parce que c'est quelque chose qui a été fait assez rapidement et que le groupe a su mettre en place pour être un acteur majeur, chose qu'il l'est déjà, mais vraiment jouer son rôle d'acteur majeur en France dans l'accompagnement de toutes les populations au cœur même de cette crise. Il y a également un fonds qui a été créé par notre COMEX où, comme beaucoup d'entreprises du CAC 40, on a décidé d'allouer 25% des dividendes au lancement d'un fonds qu'on a appelé Fund All Artists. Donc, Artists, c'est le nom qu'on donne aux collaborateurs Accor, qui est un programme concrètement de 70 millions d'euros pour aider les personnes en détresse au niveau de cette crise sanitaire. Donc, les fonds, ils étaient destinés concrètement à venir en aide aux collaborateurs Accor qui en avaient besoin. En France, on est extrêmement protégé. On parlait tout à l'heure du chômage partiel qui explose, mais beaucoup de pays n'ont pas cette chance-là. Et donc, ce fonds-là servait sous demande et sous validation de dossier à aider et à accompagner les collaborateurs situés dans d'autres pays qui n'avaient pas cette chance. Ce que je vais du coup, les besoins de chaque hôtel et de nos clients, comme je le disais tout à l'heure, sont différentes. Et la mission principale qu'on a eue, c'était vraiment d'être à l'écoute de chacun pour pouvoir répondre au mieux, dans la mesure du possible, à chacun, donc côté hôtel et côté client. On a un vrai devoir de service et là, plus que jamais, on parle du job des agences, du job des différents account managers des différentes sociétés. Je pense qu'il a été primordial. Je pense que beaucoup de sociétés, beaucoup de clients ont su reconnaître la présence, si on peut dire, commerciale, notamment de nos équipes sur le terrain, puisque c'est là où ils en avaient le plus besoin. Personne ne savait ce qu'il en était. Les frontières ouvraient, fermaient, les conditions sanitaires évoluaient chaque jour et ils avaient un besoin crucial d'informations, que ce soit les informations les plus basiques qu'on pouvait, en creusant, trouver et qu'on a pu leur apporter, mais également des conditions légales, puisque bon nombre de nos hôtels ne connaissaient pas ou ne savaient pas quelles étaient les différentes choses gouvernementales, les différents discours gouvernementaux et quels impacts ils avaient sur notre business. Un petit dernier mot sur la flexibilisation. Je pense qu'on pourra y revenir par la suite en fonction des débats, mais une chose qu'on a mis aussi en place très rapidement, et c'est très similaire à ce que mes confrères font aussi, c'est la tarification. En fin de compte, la tarification, on en parlait, c'est que nos tarifs non flexibles sont devenus semi-flexibles. Ça veut dire que pour toutes les réservations qui sont passées au travers de notre site, et ce jusqu'à la fin du premier trimestre 2021, l'annulation peut se faire sans frais jusqu'à 3 jours avant l'arrivée. Donc là, ça permet également de rassurer les clients et de leur apporter de la flexibilité sur les différents process de réservation et s'ils ont besoin de changer les différents billets. Un petit dernier mot sur la partie réassurer nos clients. Et j'aimerais du coup terminer par ça. C'est que, tu l'as dit Jean-Yves, c'est que 90% du coup de notre parc aujourd'hui est ouvert. Ça représente à peu près plus de 4500 hôtels dans le monde. Et que sur ces 90% d'hôtels ouverts, on a quasiment 60% d'hôtels qui ont été labellisés All Safe. Ça a son importance ici, puisque All Safe, pour ceux qui ne le savent pas encore, c'est notre label de mesures d'hygiène et de prévention. Air France parlait tout à l'heure des mesures qu'ils mettaient en place dans l'aérien. Chez Accor, on a décidé de faire la même chose, mais à notre niveau à nous. Et ce qu'est All Safe exactement, c'est au total 39 exigences que chaque hôtel se doit de respecter. Et c'est important de le dire, c'est qu'il s'agit d'un niveau d'exigence qui est l'un des plus élevés du marché sur l'hôtellerie.
Et ça a vraiment pour but d'assurer et de réassurer les clients et nos collaborateurs de séjourner dans nos hôtels. Donc, il a été développé avec des médecins, des épidémiologistes, ainsi qu'en concertation avec les propriétaires du groupe Accor, mais aussi des regroupements d'hôtels indépendants. Il faut savoir que là-dessus, on était vraiment main dans la main avec notamment l'UMI, le GNC ou le GNI, qui sont justement ces regroupements de représentants de la profession. Dans tous les hôtels du groupe, également, on a en complément de cette labellisation qui est approuvée par le Bureau Veritas, donc il est approuvé d'une façon externe, ce n'est pas nous qui labellisons directement les hôtels, ce qui rapporte une couche supplémentaire au niveau de la réassurance. Également, dans tous les hôtels du groupe, dans le cadre de cette labellisation, on a développé un partenariat, et ce depuis juillet, avec AXA. Concrètement, ce que c'est un service gratuit de téléconsultation qu'on met à disposition de tous nos clients qui séjournent dans nos hôtels pour des cas présumés de Covid ou non, peu importe. Et donc, c'est vraiment pour démontrer l'investissement réel dans les démarches d'amélioration forte qu'on propose aujourd'hui aux clients, tout en s'adaptant du coup aux contraintes humaines et sanitaires qu'on connaît tous aujourd'hui. Voilà, Jean-Yves, est-ce que tu… Voilà, là j'ai repris la parole. Merci Cristiano pour ce témoignage, c'est très intéressant. Je précise que comme Air France, les programmes de fidélisation sont figés pendant cette période, hein, donc personne ne perd de ses points, aussi bien chez Air France que chez Accor, et on ne se retrouve pas ivoire alors qu'on a été Platinum. Donc ça c'est une chose. Par contre, chez Accor, on ne rembourse pas les nuits d'hôtel, exact ? Alors, non. Moi, personnellement, j'avais réservé des nuits d'hôtel à Canton, à Hong Kong. Voilà, bon, ils m'ont tous envoyé sur mes 22 mètres en me disant, bon, on garde l'argent et quand vous reviendrez, vous nous ferez un petit mail et puis on fera un débit sur la note de votre séjour. C'est exactement l'inverse d'Air France, qui lui paye cash. Je pense qu'il y a deux discours là-dedans. La première, c'est que non, la réponse, c'est l'apport de flexibilité. C'est clair qu'on apporte cette flexibilité-là de pouvoir avoir des avoirs. C'est d'ailleurs pour ça que, notamment, l'ordonnance que Romain, si je me trompe pas, Romain, c'est toi qui en parlais tout à l'heure, qui permettait justement de conserver les sommes versées et de proposer à nos clients de le redépenser dans le même hôtel à une période donnée. Donc, c'est quand même important de regarder cette partie-là, on va dire, du verre, puisque la flexibilité est là. Dans certains cas, en fonction également du canal de réservation, donc soit au bout des 18 mois, on procède au remboursement, soit on procède au remboursement, et ça, c'est du cas par cas. Encore une fois, c'est vraiment du cas par cas, ça va dépendre dans quel hôtel du groupe on est en train de parler, dans quelle région et de pays, et on le voit en France, on avait des règles qui s'appliquaient au niveau national, et maintenant, pour des raisons plus ou moins où on pourrait débattre dessus, s'applique au niveau régional. Donc, c'est un peu plus difficile que de répondre par oui ou par non. La réponse, c'est ça dépend et comprend tous les éléments que je viens de te dire. Merci Cristiano, merci beaucoup de ton témoignage. Avant de laisser la parole à Laurent Dussaucy, directeur régional des ventes de la société SNCF, je vous rappelle qu'on est en direct donc sur la visio de l'APEX avec près de 80 membres qui se sont inscrits aujourd'hui et en partenariat avec la société, l'agence de voyage Hors Sud. Vous êtes très nombreux de tous les métiers. Il y a également des journalistes parmi nous, je le précise. Donc vous êtes de tous les panels de professions. Et c'est très, très intéressant. Il nous reste une demi-heure. Je vais laisser immédiatement la parole à Laurent Dussaucy de la SNCF. Bonjour Laurent, comment vas-tu? Ça va? Bon, voilà, donc Laurent, la SNCF
a touché également 4,7 milliards de l'État. Aujourd'hui, évidemment, sauf le mot d'ordre a été de voyager uniquement, sauf motif impérieux et déplacement limité. Voilà, ce sont les mots de la SNCF. Tu peux nous en dire un peu plus, s'il te plaît. Merci. Merci, bonjour à tous. Oui, vous m'entendez? Bonjour à tous. On t'entend, Laurent. On t'entend, merci. Ok, super. Alors, déjà, merci pour l'organisation. Merci à l'APEC pour l'organisation de cette rencontre virtuelle et merci à Romain de chez Orsud pour l'invitation. Voilà. La situation à la SNCF au sortir de l'été déjà, c'est que bon, forcément les mois de juillet et d'août ont été difficiles, mais se sont redressés par rapport à juin. On a constaté une reprise plus franche du transport ferroviaire, des déplacements en transport ferroviaire auprès des PME, TPE, qui ont plus et mieux voyagé que nos grands comptes. Et on a pu cerner, nous, trois grandes catégories de clients, quoi. Ceux qui ont repris le plus sont essentiellement les services de l'État, les entreprises du BTP et les industriels. Et celles qui ont vraiment gelé et qui gèlent encore leurs déplacements aujourd'hui sont plus les grandes banques, les entreprises de nouvelles technologies et essentiellement la grande distribution. Et entre les deux, on retrouve toutes les entreprises du tertiaire. Donc on espérait nous en septembre une reprise qui est finalement bien plus progressive que ce qu'on avait tous anticipé dès le mois de juin-juillet. On constate quand même que dans un tiers des grands groupes, les voyages domestiques en train sont à nouveau autorisés. Mais ce n'est pas parce qu'une entreprise autorise le déplacement de ses collaborateurs qu'ils se déplacent forcément. Parce que pour se déplacer, faut-il aller voir un client, un fournisseur qui est prêt à nous recevoir. Donc voilà, c'est une des difficultés face à laquelle on se retrouve, quoi. Plus généralement, les consignes sont effectivement passées pour une interdiction de voyager, sauf effectivement motif impérieux. Et on passe tout doucement vers quand même des déplacements limités. Des déplacements limités avec cinq grands principes, des recours à la seconde classe, même si sur les longues distances, la première classe reste privilégiée, souvent pour des raisons sanitaires et de distanciation sociale. Mais voilà, le recours à la seconde classe quand même reste aussi aujourd'hui un petit peu poussé par certaines entreprises, peut-être plus dans un souci d'économie. On perçoit aussi un durcissement des workflows de validation. Aujourd'hui, acheter, préparer et provoquer un déplacement doit être forcément justifié. Du coup, on sent aussi qu'effectivement la prise en compte du motif du déplacement est étudiée de près par tous les travel managers. On perçoit aussi en domestique pas mal de directives où les travel managers incitent plutôt des déplacements domestiques en train que dans d'autres modes de transport. Et enfin aussi, le profil du voyageur est toujours aussi étudié à la loupe, quoi. Certains, peut-être que les cadres dirigeants voyagent plus facilement que d'autres, quoi. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on note aussi que sur les régions sud, sur notre région et la région Île-de-France, l'aspect sanitaire justifie plus les restrictions que l'aspect économique. Dans d'autres régions, on se déplace moins tant pour des raisons de restrictions budgétaires que sanitaires. Voilà. Mais au départ de Marseille, au départ de la région sud, les restrictions sanitaires sont vraiment importantes. On évite de se déplacer d'une zone rouge vers une zone rouge, essentiellement sur une origine-destination comme Marseille-Paris, qui est quand même une origine phare chez nous. On évite zone rouge à zone rouge et tout ce qui est transport en commun sur l'Île-de-France est pas mal effrayant aussi. Donc ça limite aussi les déplacements. Du coup, aujourd'hui, les projections sont assez compliquées. Les restrictions en vigueur sont soit calibrées dans une logique de reprise douce sur le dernier quadrimestre, soit clairement maintenue jusqu'à la fin de l'année. Mais aujourd'hui, les entreprises se projettent vraiment quasiment de mois en mois. Peu d'entreprises dans nos grands comptes ou même dans les plus petits comptes sont capables de nous dire ce qu'elles vont faire en octobre, novembre, décembre, ce qu'on comprend. Mais certaines ont déjà quand même pu se prononcer.
Et enfin, quels sont aujourd'hui, nous, l'essentiel de notre activité pour viser à redynamiser le marché de la grande vitesse ferroviaire française auprès des pros? C'est essentiellement une promotion qu'on a lancée sur un produit qui s'appelle la carte Liberté. Je ne vais pas vous en parler aujourd'hui, je ne suis pas là pour faire de la publicité, mais voilà, c'est une carte qui permet un abonnement et des remises importantes sur les transports en première et en seconde classe. Et surtout, c'est une communication conséquente sur les mesures sanitaires qu'on a pu mettre en place. Certains de mes confrères en ont parlé en préambule, mais voilà, là aussi, nous, on essaye de rassurer au maximum les clients sur des annonces qui sont faites tant en gare qu'à bord de nos trains, au départ et en cours de trajet, sur l'importance des gestes barrières et du port du masque, que l'on rappelle systématiquement à tous nos clients. On amplifie aussi les déplacements à bord de nos chefs de bord, ce qu'on appelle les contrôleurs dans le temps, pour vérifier justement le port du masque de tous les voyageurs. Des rappels sont également faits sur la qualité de l'air qui est renouvelée et assainie dans nos rames durant tout le voyage. Dans un TGV, l'air est filtré toutes les 3 minutes et il est renouvelé intégralement toutes les 9 minutes. Donc voilà, c'est une notion qu'il est important de connaître. La voiture bar aujourd'hui est toujours réservée uniquement à la vente emportée, c'est-à-dire que l'on n'autorise pas nos clients à utiliser l'espace qui se trouve dans la voiture bar pour déguster leur consommation. On les invite à retourner aussitôt à leur place. Les distributeurs de savon ont été renouvelés. On a installé aussi des distributeurs de solutions hydroalcooliques, tant en gare qu'à bord de nos TGV. Renforcement, bien entendu, aussi mis en place dans nos TGV Inouï. On a mis aussi en place tout un protocole de désinfection aux produits virucides plusieurs fois par jour de toutes les surfaces de contact, les accoudoirs, les tablettes, les poignées. Et enfin, là, on est en train de tester aussi à Paris-Gare de Lyon et à Lyon-Pardieu des bornes santé qui, en gare, permettront de prendre la température des voyageurs avant leur embarquement. Voilà. Jean-Yves. On ne t'entend pas, Jean-Yves. Hop, voilà. Oui, chaque fois, parce que Anna me coupe le micro pour éviter des interférences. Donc, chaque fois, je sors du circuit. Voilà. Donc, me revoilà. Merci, Laurent. Merci. Est-ce que Anna, il y aurait une question avant de donner la parole à Thibaut Janin? Est-ce qu'il y a une question à poser? Frédéric Dubessy, si vous nous entendez, donc Frédéric est journaliste pour Buzzy News. Frédéric, est-ce que vous avez une question? Il me semble que oui, que vous souhaitez peut-être réagir aux échanges. Alors, je vois que son micro est coupé. Frédéric, est-ce que vous m'entendez là maintenant? Oui, Frédéric est avec nous. Bonjour Frédéric. Bien, bonjour à tous. Je suis donc effectivement journaliste notamment pour Buzzy News et donc je prépare un article justement sur cette thématique. Donc merci de m'accueillir dans votre forum. J'avais une question un peu pour tous les professionnels qui viennent intervenir, que ce soit les agents de voyage, SNCF, Air France, etc. Est-ce que vous avez perçu d'ores et déjà une tendance à un changement de l'habitude au niveau des voyages dans l'esprit du post-Covid chez les chefs d'entreprise? Est-ce que cette période où ils ont été contraints de ne plus voyager risque de changer leurs habitudes, leur façon finalement de gérer les relations, je pense notamment internationales, avec notamment donc se dire finalement on peut faire moins de voyages, on peut se débrouiller autrement. Est-ce que ça vous l'avez perçu ou pas? Alors, je veux bien répondre. Romain, tu veux prendre la parole? Je réponds. Alors, nous, chez Orsud, on a 600 sociétés en compte chez nous. On n'a pas de grands comptes. Donc, moi, je vais parler surtout pour les PME et les TPE. Moi, tout le monde parle du monde d'après. Je ne suis pas certain, en tout cas vis-à-vis de ma clientèle, que de faire vraiment qu'avant. Les gens ont besoin de voyager. Ils ont besoin de rencontrer leurs clients, d'aller prospecter. Il y a des chantiers à l'étranger. Ils ont besoin d'y aller. Ça peut se faire que sur du visu. Et aujourd'hui, malgré que dans les médias, on parle du nouveau monde et du changement, moi, personnellement, vis-à-vis de ma clientèle, je ne suis pas persuadé. Maintenant, je ne parle que sur cette typologie de clientèle, TPE, PME. Les grands comptes, il est possible que c'est une vision différente. Frédéric, je peux témoigner, moi, en tant que chef d'entreprise, puisque nous avions l'habitude d'aller en Chine
assez régulièrement. Ce que je peux dire, c'est que cette année, le fait de ne plus être allé en Chine depuis, moi je suis rentré le 11 janvier, c'est vraiment un préjudice commercial très très important. D'abord parce qu'on avait l'habitude de contrôler nous-mêmes les productions, on ne le fait plus, donc on est obligé de faire confiance à des QC, Quality Control, sur place. Ensuite, on avait l'habitude de faire des salons pour prendre la température des marchés, voir les tendances, voir les nouveaux produits, prendre des fournisseurs nouveaux, etc. On ne le fait plus. Donc, il y a des salons online, mais c'est loin de remplacer le salon réel. Et puis, on avait l'habitude surtout de visiter nos usines pour aller plus loin dans la démarche commerciale et dans les achats pour pouvoir anticiper sur les saisons. Alors, nous, on est sur 2021. 2021 est pratiquement terminé pour nous. Donc, maintenant, on est sur 2022. Et donc, si on ne va plus en Chine dans nos usines, puisqu'on a 4 très gros pôles entre Shanghai, Ningbo et le sud, à Dongguan, si on ne va plus visiter ces gens-là, on se voile et on s'empêche de progresser. On n'a plus la possibilité de discuter avec les ingénieurs sur place de produits très techniques, de points très très spécifiques qu'on ne peut pas faire par email, qu'on ne peut pas faire par WeChat et qui sont vraiment vraiment très importants. Alors plus que jamais, on a travaillé avec des échantillonnages. Alors on a eu des échantillonnages multipliés par 10 depuis le début de la crise, puisqu'on est obligé de leur demander s'ils ont bien compris ce qu'on leur a demandé. On reçoit l'échantillon, on voit que ça ne correspond pas, on leur dit ce qu'il faut rectifier, etc. On perd un temps fou. Ce que je peux vous dire, c'est que dès que le Covid nous autorisera à revoyager, enfin, dès que ce sera la fin, j'imagine qu'il va y avoir une fin en 2021, j'espère en tout cas, toutes nos équipes vont partir très très longtemps en Chine. Ils vont potentiellement partir un mois complet pour faire et rattraper tout le retard de ce qu'on a accumulé depuis un an. Merci. Frédéric, il y a un point essentiel, si je peux intervenir, il y a un point essentiel qui est aussi le développement de nos activités à l'international, qui est de faire de l'import-export. Il n'y a pas que l'import. Et dans cette configuration, c'est extrêmement compliqué parce que nos commerciaux, nos représentants ne peuvent pas aller à l'étranger, ne peuvent pas trouver de nouveaux clients, ne peuvent pas développer leur business. Donc, il faut réimaginer aujourd'hui parce qu'on a le problème de temporalité. Je ne sais pas si vous m'entendez correctement. Oui, oui, très bien. On a le problème de temporalité. On ne sait pas combien de temps cette situation de crise va durer. Est-ce que ça va durer 1 an, 2 ans, 3 ans? Donc, il faut avoir une visibilité pratiquement à 2023, 2024 aujourd'hui et se dire comment on va développer notre business à l'international du côté US ou Amérique du Sud, mais aussi du côté asiatique et de trouver de nouveaux clients et développer. Et donc, il faut réimaginer aujourd'hui en ayant des business développeurs locaux dans différents pays, en faisant travailler des consultants locaux qui vont, eux, faire le travail que font normalement nos équipes qui sont ici bloquées en France. Hop, je reprends la parole. Merci Nathalie. En fait, nous avions nous également à l'export des salons internationaux, des très grands salons qui ont lieu souvent tous les 2 ans. Donc on a raté celui de 2020. Le prochain est en 2022. Alors je passe rapidement sur les frais engagés qui ne nous ont pas été remboursés, parce que c'est un gouffre. 25 000 d'hôtels, Lufthansa qui n'a pas remboursé les billets parce qu'ils ont été réservés 8 mois à l'avance. Donc, c'était dans la période non remboursable, non modifiable. Effectivement, on a eu le remboursement des taxes d'aéroport, mais c'est tout. Mais surtout, commercialement, toutes les équipes qui devaient aller sur ce salon pour vendre nos produits à l'international ne l'ont pas fait. Et donc, on s'est interdit d'aller dans la prospection commerciale, on s'est interdit de faire des salons et on s'est interdit d'aller voir la tendance des marchés. Et ça, c'est un préjudice très, très important. Voilà, à la fois commercial et financier, puisque, je vous l'ai dit, c'est des sommes très importantes qui ne nous ont pas été remboursées. Voilà. Anna, si tu le veux bien, je vais donner la parole à Thibaut Janin. Thibaut Janin, qui est le directeur général de S2E Consulting, société spécialisée dans la gestion de crise et dans la gestion du risque et le conseil. Thibaut, tu nous entends ? Oui, oui, parfaitement. Voilà, Thibaut. Alors, comment est-ce que tu veux reprendre la parole pour étayer avec ce qu'on vient d'entendre de la part des agences de voyage et des compagnies aériennes. Pour faire le lien par rapport à cette question sur le monde d'après, je suis dans la même
je vois là le même avenir, c'est-à-dire que nos clients trépignent à l'idée de repartir à l'international. Moi, 90% de mes clients sont les sociétés d'ingénierie et on ne peut pas gérer des chantiers en restant sur son ordinateur au siège. Ce n'est pas possible. Donc, ils ne demandent qu'une seule chose, c'est de repartir à l'étranger et partout dans le monde, en Amérique du Sud, en Afrique, au Moyen-Orient, en Asie. On sent pas, en fait, on sent plus une impatience à repartir plutôt que de revoir des procédures lourdes pour éviter que les gens repartent. C'est la tendance que nous, on ressent en tout cas. Voilà. Donc, pour aborder cette partie sûreté, donc nous, on est une société de sûreté. Le Covid nous a fait mettre un pied sur la partie sanitaire, même si ce n'est pas vraiment notre métier. Notre travail, ça consiste surtout à aider les entreprises à comprendre les enjeux sécuritaires et politiques à l'international. Donc, il y a des grandes notions d'analyse et de conseil, de mettre en protection, si besoin, nos clients sur leur chantier, leurs filiales et leurs voyageurs. On intervient sur une trentaine de pays par rapport à ça. Et évidemment, vu que le risque zéro n'existe pas, on est là pour apporter à nos clients des solutions en matière de gestion de crise et d'assistance. Donc, je suis venu ici pour apporter quelques éléments de réponse pour les gens qui veulent repartir à l'international ou qui sont à l'international. On a quelques-uns de nos clients qui sont déjà repartis, notamment en Afrique. Donc, cette partie sûreté, santé, sécurité, c'est quand même une contrainte assez forte pour les entreprises. Je le rappelle que la jurisprudence a quand même pas mal évolué depuis une vingtaine d'années sur ce sujet. Depuis surtout les jurisprudences Karachi et Abidjan, avec 3 impératifs pour les entreprises qui sont d'informer, de former ses personnels et d'avoir un devoir de protection permanente avec une obligation de résultat sur ses collaborateurs qui partent à l'étranger. Donc, ça prend de plus en plus de place et la crise Covid n'a pas vraiment arrangé les choses. Et finalement, elle a eu beaucoup plus d'impact qu'on l'aurait cru au départ sur ces problématiques. Donc, je voulais juste aborder 4 points sur cette thématique de sécurité quand on part à l'international. Le premier, les logistiques. Nous, on aide beaucoup nos clients à comprendre l'ouverture et la fermeture des frontières. On en a déjà parlé, ça s'ouvre à la vitesse de la lumière. Vous avez des pays qui sont totalement ouverts, d'autres totalement fermés, d'autres partiellement ouverts. Et donc, on aide nos clients à prendre en considération ces problématiques avant tout départ. Un voyageur doit vraiment s'organiser pour savoir comment il va partir et comment il va revenir, parce que ça peut bouger du tout au tout. Et donc, on est là pour les aider sur ce sujet-là. On a un portail qui s'appelle Ilios et qui permet justement de s'informer sur les risques, de manière générale, les risques sécurité, risques politiques et risques au Covid sur tous les pays du monde. On fait des briefings sécurité pour chaque personne qui part et on a un référent sûreté. On a mis un référent sûreté en place pour chacun de nos clients que le chef d'entreprise peut appeler quand il le souhaite s'il a des questions ou besoin de conseils. Le deuxième sujet sur sur cette crise, c'est les impacts économiques qui sont forts et qui ont des conséquences sécuritaires directes dans une grande majorité des pays dans le monde. La crise économique, ça crée des inégalités, du chômage, de la pauvreté. Et c'est autant d'éléments déclencheurs qui posent des populations entières vers de la délinquance, on l'a vu en France. Et les voyageurs doivent rester vraiment vigilants sur ces sujets-là, parce que, mis à part certains pays d'Asie qui restent quand même plutôt calmes, il y a très peu de zones qui sont épargnées par ce phénomène, notamment en Europe. Donc, là encore, ce qu'on met, nous, à disposition, donc, outre ce portail et ces briefings sécurité avant départ, c'est qu'on a une appli mobile qui permet déjà d'avoir des cartes, des zones, des quartiers, des rues à éviter sur chaque ville de destination, avec un système de géofencing qui permet aux voyageurs d'être avertis quand ils rentrent dans ces zones-là et aussi d'avertir l'entreprise et notre centre d'opération qui peut déclencher un appel de contact. On a mis en place aussi des hotlines qui sont ouverts 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Et sur certains pays, on a un système d'intervention en cas où un voyageur peut avoir des soucis d'ordre sécuritaire. Thibaut, excuse-moi, est-ce que tes clients sont les agences de voyage ou les entreprises ou les particuliers en direct? Comment ça se passe concrètement? Non. Nos clients, à 90%, c'est des entreprises privées, en majorité européenne.
dans le secteur de l'ingénierie, et il y a de tout. Il y a du grand groupe comme Vinci, comme Eiffage, comme Liber, il y a des PME, des petites entreprises, des ETI, il y a vraiment de tout. Et moi, mes clients, c'est du grand international. C'est pas de l'Europe ou c'est pas de la France. Mes activités sont à l'international. On est d'accord que ça concerne uniquement les produits, les pays qui sont classés à risque, concrètement. Oui, et les pays en guerre, il y en a etc. très peu maintenant. D'accord. Il y en a très très peu maintenant. D'accord. Anna, une question? Anna, une question? Alors, pour l'instant, non, j'ai pas de… Dans la table ronde, parce qu'il nous reste 10 minutes avant de conclure. Donc, j'aimerais redonner la parole à chacun des experts, sauf s'il y a une question, et à ce moment-là, tu nous coupes. D'accord? Voilà, je redonne la parole à Romain. Romain, une remarque. Je me permets, moi, pour Thibaut, donc concrètement, une entreprise qui souhaite envoyer là des collaborateurs à l'étranger, quelles sont les dispositions en amont qu'elle doit prendre pour ses collaborateurs? Qu'ils soient en sécurité, que ce soit dans le choix, j'imagine. C'est extrêmement vaste comme question, mais l'important déjà, c'est de bien s'informer, d'être bien informé, de bien informer son collaborateur sur les risques avant de partir, tout type de risques, politique, sécuritaire, sanitaire, et de bien pouvoir le suivre quand il est à l'étranger, l'avoir régulièrement au téléphone. Si c'est dans un pays à risque, pouvoir lui mettre rapidement en place des voitures avec chauffeur, des gens qui connaissent la région. Évidemment, revoir ses contrats avec ses sociétés d'assistance. Je précise que dans certains pays, c'est obligatoire de montrer son certificat de société d'assistance. C'est le cas par exemple au Vietnam ou au Cambodge, où il faut montrer qu'on a une société d'assistance médicale en cas de problème. Donc voilà, il y a tout un tas de choses sur ces sujets-là, de précaution et de préparation d'informations. Et évidemment, la partie gestion de crise est importante, mais la gestion de crise, ça se prépare, ça ne s'improvise pas. Très bien, merci beaucoup Thibaut pour ce témoignage. Romain, une remarque avant de conclure? Ouais, on vient de le dire, moi je pense que nos clients sont comme l'a dit Thibaut, trépignent pour repartir. Et nous on travaille beaucoup avec des clients qui sont dans l'industrie du pétrole, oil and gas. On a d'ailleurs un pôle offshore qui gère ce type de déplacement et ça voyage et ça veut voyager. Et voilà, donc je suis plutôt je suis résolument optimiste pour l'avenir. Maintenant il va falloir être patient et attendre que les choses évoluent. Chacun a apporté une solution momentanée à la crise, c'est important, pour aider l'entreprise, pour aider le client à dépasser ce gros problème que représente économiquement et financièrement la crise. Air France, un mot pour conclure, Bertrand? Oui, merci. Enfin, moi, ce que je voudrais dire, c'est que, bien évidemment, on ne décide pas de vos voyages. La décision est chez vous et je pense qu'il commence à y avoir des frémissements dans certains domaines économiques. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on essaye de tout mettre en place pour vous accompagner si vous voulez le faire. Donc, soit en termes de programme, je rappelle toutes les destinations qu'on a, en termes de tarifaires aussi. On fait des gros efforts, par exemple, sur les Antilles, parce qu'on sent qu'il y a un frémissement également au niveau loisir sur ces destinations. Mais on veut vraiment vous accompagner en mettant toute la structure qu'il faut pour pouvoir être présent quand tout va redémarrer. Et tout ça dans un climat de sérénité, que ce soit de la sérénité sanitaire. Donc, je le rappelle, on veut vraiment que notre client ne se pose même pas la question est-ce qu'il y aura un risque si je voyage en avion avec Air France, mais également en termes de sérénité tarifaire et de billets. Donc là encore, un message, quand vous achetez un billet avec nous, vous n'avez pas à vous poser la question, est-ce que si je change d'avis, je vais perdre ce billet ou je vais perdre de l'argent? On essaie vraiment de créer les conditions pour que ça redémarre et pour que si vous avez envie de voyager, vous puissiez le faire sans vous poser de questions et que vous le fassiez. Voilà. Bravo, merci Bertrand. Bravo Air France. Un petit mot, Cristiano da Silva, directeur des ventes chez Accor.
C'est le même mot d'ordre pour regagner la confiance des usagers et des clients. Absolument, absolument, Jean-Yves. Et puis je rejoins ce que mes confrères d'Air France disent, c'est que c'est vrai que la partie réassurer les clients avec les différentes mesures qu'on entreprend, que ce soit au niveau sanitaire, des protocoles, etc., mais également leur apporter cette flexibilité-là sur les différentes réservations qu'ils peuvent avoir chez nous, ça c'est les deux principaux enjeux pour nous. On reste persuadé, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, Jean-Yves, que malgré tout, beaucoup d'entreprises, une fois que ces deux éléments sont réunis, n'ont pas d'autre choix que de continuer à voyager pour les raisons que tu as déjà évoquées. Je ne vais pas les répéter, mais je pense qu'il est important de garder ce dynamisme, cette créativité qu'on a dans l'hôtellerie, qu'on a dans d'autres secteurs, tout simplement aussi pour parfois même assurer la survie de certaines boîtes. On rencontre pour beaucoup de grands comptes chez nous sont en pleine discussion avec leur DAF évidemment sur quelles sont les économies que je peux réaliser avec ce qui est en train de se passer, mais une composante importante est de savoir qu'est-ce que je suis en train de perdre ou qu'est-ce que je ne vais pas chercher lorsque je reste derrière mon ordinateur. Et je pense que c'est dans cette dynamique-là qu'il faut qu'on s'inscrive tous. On met tout ce qu'on peut avec les moyens qu'on a pour rassurer toutes les différentes parties prenantes. Plus que jamais, le service, que ce soit au niveau des agences, que ce soit au niveau de l'hôtellerie ou de l'aérien, il est là, il est présent, malgré l'activité partielle de certains d'entre nous. Et il continuera à perdurer justement pour que lorsque la reprise se fera moins timide, on l'espère en début 2021, par rapport à ce qu'on espérait entre septembre et décembre, on est sur des niveaux de 30%. On espère qu'on remontera entre 50 et 60% des niveaux qu'on avait pu avoir en 2019. Donc, merci encore à tous et on sera là. Merci beaucoup, Cristiano, pour ce témoignage. Un mot d'ordre général, puisque évidemment, tout le monde se pose la question lorsque ça va reprendre. Est-ce que les prix vont flamber? Donc, vous me confirmez tous, aussi bien l'agence de voyage que les compagnies aériennes, que SNCF et que le monde de l'hôtellerie, il n'y aura pas d'augmentation de prix à partir de 2021? Tu veux que j'enchaîne, Jean-Yves? Romain ou Bertrand ou je vais laisser la parole. Laurent, oui. Moi, je veux bien intervenir. Enfin, je pense que ça serait suicidaire lors d'un redémarrage d'augmenter fortement nos prix. Je pense que ça ne serait pas le meilleur moyen d'accompagner la reprise et que ça serait quelque part suicidaire. Donc, voilà. Ok, très bien. Laurent Dussaucy, tu voudrais conclure également, nous dire un mot concernant la SNCF? Il n'y aura pas d'augmentation de tarifs également sur l'année 2021. Alors, sur ce sujet, oui, je vous le confirme. Et au contraire, on a même, tant pour la clientèle loisir, une grosse politique petit prix actuellement, que pour la clientèle pro, où on a un accompagnement fort actuellement aussi sur les prix et sur, tout à l'heure, j'en parlais, sur les promotions de cartes liberté. Et comme l'a dit Bertrand, je rejoins tout à fait son avis, ce serait suicidaire de dire, dès lors que l'activité ou que le Covid est terminé, de faire exploser les prix, quoi. Ça irait à l'encontre de ce que l'on veut faire. Bertrand, comme moi à la SNCF, on veut remplir lui ses avions et moi mes trains. Donc non. Et je voulais juste revenir aussi en conclusion sur un point évoqué tout à l'heure sur le comportement que les voyageurs auront après le Covid. Bon, force est de constater que les outils comme Teams ou comme Zoom qu'on utilise aujourd'hui sont pertinents, sont utiles pour organiser des réunions. Moi, je perçois quand même voilà, qu'il y a quand même une volonté de revenir à une situation normale dès lors que le Covid s'est terminé, quoi. Et que je perçois et surtout j'espère, parce que c'est mon métier que de transporter des voyageurs, j'espère qu'on reviendra à une situation normale. Mais les entreprises ont vraiment l'air d'attendre que tous ces événements sanitaires se terminent pour pouvoir revenir à une situation normale. Il y aura sûrement des changements, quelques habitudes qui vont évoluer. Il y aura sûrement encore un usage peut-être plus régulier qu'avant d'outils comme Zoom ou Teams. Mais on aura peut-être aussi des collaborateurs qui, du coup, vont peut-être faire plus de télétravail, peut-être vivre, s'éloigner des grandes métropoles
pour, du coup, en ce qui nous concerne, utiliser peut-être plus de train sur des parcours domicile-travail, quoi. Mais je pense que voilà, la culture du monde des affaires en France fera que, dès lors que le Covid sera terminé, on revoyagera, tant en national, en ce qui me concerne essentiellement aujourd'hui, qu'à l'international pour mes confrères de l'aérienne. Voilà. Merci beaucoup, Laurent. Un dernier mot, Romain. Sur 2021, tu as tous les reports de voyage, évidemment, à réenregistrer. Est-ce que tu as eu des réservations aussi, ou les gens se sont arrêtés de voyager? Alors là, je parle plutôt sur le loisir. On a eu quelques réservations. On a dû faire une dizaine de dossiers pour cet hiver. Donc, c'est début 2021 sur les destinations balnéaires, soleil. Donc, même les particuliers se sont positionnés et les tour opérateurs, donc les prestataires, accordent comme les transporteurs, comme Air France en tout cas, des conditions d'annulation et de remboursement qui sont, on est quasiment dans la totale flexibilité. Donc, ça pousse les gens, ça incite les gens à se positionner sur leurs vacances de février en l'occurrence. Juste ce que j'avais à dire pour conclure, il y a des optimistes. Alors, c'est souvent en temps de crise que nous, les agences de voyage, on trouve qu'on apporte un formidable au vol. C'est ce moment-là où les voyages accompagnent leurs clients. Il y a des moments qu'il y a un vrai bénéfice à passer par un professionnel aujourd'hui pour organiser son voyage. Merci Romain. Il y a une minute, Romain Cluis, président de cette visio avec le Club Apex. Je remercie également Bertrand Visconti, directeur régional d'Air France. Merci pour ce témoignage, c'est vraiment très intéressant. Cristiano da Silva, directeur des ventes de chez Accor Hôtel. Merci beaucoup. On a bien compris que la confiance est là et que les usagers vont revenir. Et merci à Laurent Dussaucy également pour son témoignage sur la SNCF. On a bien compris que les wagons étaient maintenant stérilisés, voilà, ce qui nous fait très plaisir d'ailleurs. Et Thibaut Janin également, puisque Thibaut Janin nous a appris qu'on pouvait également, en tant que société, gérer son risque, gérer sa crise et avoir des contrats avec cette société S2E Consulting. Anna, le mot de la fin, je te le donne. Je vais terminer cette visio. Je remercie tous les membres et vous avez été très nombreux, à peu près 80 personnes, 80 sociétés qui ont été présents sur ce plateau. Vous n'avez pas tous pris la parole, mais c'était très compliqué. Et moi, je trouve que c'est assez intéressant d'avoir des conférences comme ça, puisqu'on ne peut pas les faire dans un grand amphi. Merci à tous d'avoir participé. Merci Anna. Et nous allons clôturer. Je te laisse le dernier mot. À bientôt à tous. Au revoir. Merci à tous pour votre présence, votre participation et ces échanges. On vous donne rendez-vous demain matin à 8h30 pour la visio France Relance Décryptage, donc avec Frédéric Conal, vice-président de la Chambre de commerce, et Colette Weisman, trésorière du conseil régional de l'Ordre des experts comptables. Donc là, je vous envoie le lien tout de suite, le lien d'inscription. Vous recevrez le replay des échanges et à très bientôt. À bientôt. Merci à tous. Au revoir à tous. Merci à tous. Au revoir. À bientôt. Merci de votre participation. Merci, au revoir. Au revoir.